En avant l'écho, la chronique rugby économie de Philippe Spanghero. Le rugby anglais prend-il un virage historique ? Il y a eu un accord cette semaine entre la fédération anglaise, la RFU, et le championnat anglais et enfin le syndicat des joueurs pour former un groupe de 25 joueurs à disposition du 15 de la Rose. C'est un groupe qui serait décidé en début de chaque saison par le sélectionneur Steve Borthwick. L'idée, c'est que ces 25 joueurs, aient une partie du salaire pris en charge par la fédération et l'autre évidemment par les clubs. Ce serait un système qui donc sera en fonctionnement pendant les 8 prochaines années. Et Steve Borthwick aura le dernier mot, je cite, sur la gestion médicale et scientifique de ces joueurs afin assurer, je cite à nouveau, une préparation optimale pour les rencontres internationales clés de la saison. En gros, le sélectionneur aura quasiment tous les pouvoirs sur la gestion des joueurs concernés. Est-ce un virage historique ? On va essayer de pas donner la réponse tout de suite, mais de donner déjà quelques points pour arriver sur cette finalité, oui ou non. Et pour cela, on accueille donc Philippe Spanghero et William Debrief. Salut William. William dans quelques instants avec nous sur Sud Radio. Oui Philippe, pendant les 4 premières années, les clubs seront dédommagés, mais là c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un modèle nouveau ? Alors, philosophiquement, non. Des fédérations qui ont la main quelque part sur les clubs directement ou indirectement, ça se fait beaucoup. C'est même ce qui est le plus répandu dans le monde du rugby. Pour une raison très simple, c'est que dans la plupart des pays, la fédération est beaucoup plus riche que ses clubs. Donc c'est elle qui tire l'économie. En France, on a un modèle un peu atypique dont je parle souvent, c'est que d'un point de vue du chiffre d'affaires, le rugby professionnel génère plus d'argent tous les ans que la fédération. Donc les rapports de force sont un peu différents. Et il y a quelques années, le rugby professionnel anglais était censé être très riche. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de spéculation et on a vu ce que ça a entraîné récemment et ces faillites de clubs en cascade. Donc philosophiquement, c'est pas du tout nouveau. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Irlande, l'Écosse ont ce schéma. C'est-à-dire que la fédération a la main sur la majorité des joueurs cadres, soit en direct dans le cadre de prise en charge partielle de contrats comme en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, soit directement en finançant les provinces, comme c'est le cas chez les pays celtes. Voilà pour l'état général. Après, ce qui est très surprenant, c'est les montants. Tu l'as dit, il y a un premier deal de 4 ans qui a été confirmé pour des montants qui sont hallucinants. Parce que si on regarde 40 millions par saison pour financer 25 joueurs, parce que dans ce qu'il est dit, on entend que les joueurs seront encore partiellement pris en charge par leur employeur club. Ça fait plus d'1,5 million par joueur par an, juste à la charge de la fédération anglaise. Donc là, il faut se poser la question de savoir si en réalité, on n'est pas en train de trouver un prétexte du côté de la fédération pour refinancer le rugby professionnel anglais qui était dans une situation très difficile. En tout cas, c'est un sacré chèque. Évidemment, la question que je me pose, c'est un accord qui est plus axé sur le sportif ou sur l'économie de la Premiership, parce que dans le communiqué de la fédération anglaise, c'est bien mentionné et surligné que l'idée est de rendre le 15 de la Rose plus fort. Est-ce que ça va dans ce sens-là, ou comme tu le disais, on a davantage un focus sur la Premiership et relancer ce championnat qui est en grande perte de vitesse selon toi ? Alors j'y ai un peu répondu. Ils avaient besoin, les Anglais, de prendre des décisions fortes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un exode quand même de joueurs anglais assez massif vers le championnat français, enfin massif par rapport aux saisons précédentes, parce que aujourd'hui, les joueurs disent on s'en va parce que notre championnat ne nous garantit plus la stabilité qu'on attend et le niveau sportif potentiellement aussi. Donc on n'a pas le choix que de partir. Et donc la fédération est embêtée et de même peut pas dire à tous ces joueurs qui veulent partir, vous pouvez plus être sélectionnables. Parce que quelque part ce qui se passe est de leur fait à eux. Donc aujourd'hui c'est une façon d'abord de taper fort financièrement pour garder vraiment les joueurs majeurs à disposition avec une même mise de Steve Borthwick sur le temps de jeu, la façon dont ces joueurs seront traités dans les clubs. Mais j'ai répondu à ta deuxième question tout à l'heure. Les montants sont sans commune mesure avec ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. Et donc, quand on regarde ces montants, je te donne un exemple simple. Demain, un club anglais qui va fournir 5 joueurs à l'équipe nationale, il va toucher 7,5 millions par saison de la Fédé. Ouais. C'est colossal.
C'est énorme. Donc en réalité, ça revient à financer indirectement ou même directement là pour le coup, mais indirectement philosophiquement, les gros clubs anglais qui doivent être le socle de la reconstruction. Les Anglais aujourd'hui, ils ont entamé leur mue, ça y est. On comprend mieux avec l'annonce d'aujourd'hui aussi pourquoi ils ont décidé de vendre le naming, de vendre le naming de leur stade fétiche Twickenham. On sait que ça a été compliqué, que ça a été une information mal digérée par les puristes, mais quand on sait aujourd'hui qu'un naming d'un stade aussi important que Twickenham, ça se monnaie entre 8 et 12 millions d'euros par an sur des périodes en plus très longues, on comprend que les Anglais aient besoin de cette somme pour assumer aussi leur ambition. Mais est-ce que la Fédé prend des risques là financiers? Non, la fédération anglaise est très riche. La fédération anglaise est très riche, enfin très riche. Elle a les moyens de ses ambitions. On l'a dit souvent dans cette émission, elle est propriétaire de Twickenham et c'est une manne financière qui est assez colossale. C'est la deuxième plus grosse fédération du monde d'un point de vue des licenciés, presque 400 000 licenciés de tête. Donc le socle du rugby anglais, il est très sain, fédéral. Le problème, ça a été cette spéculation de son rugby professionnel. Il y a eu deux décisions qui ont tué les Anglais. La première, ça a été la volonté de geler la Premiership et de spéculer sur les clubs de Premiership à jeu et de spéculer qui était des deux et donc ça a nivelé vers le bas le niveau sportif. Et la deuxième décision, ça a été le manque de régulation du salary cap. Voilà, ils ont essayé de contourner ça avec leur marquee player. Ils ont été très laxistes par rapport à ça, et on voit ce que ça a donné. Et aujourd'hui, sans faire cocorico et sans se taper sur le ventre, on voit que les Anglais sont venus voir chez nous ce qui se passait, et que grosso modo, toutes les grandes règles de notre ex-DNACG ont été adoptées par les Anglais, qui veulent amener beaucoup de rigueur dans leur nouveau fonctionnement. Du coup, quand on voit tous ces points-là, on se dit c'est cool d'être Steve Borswick là pour le coup, parce qu'il va avoir 25 joueurs à disposition, ce qui est quand même le rêve de tout sélectionneur, j'ai l'impression, Philippe. Ah, puis là, il va faire comme il veut, parce que on reparle encore une fois des montants, mais aujourd'hui, là, on lui donne un chéquier. On lui donne un chéquier, on lui donne les moyens de ses ambitions, et c'est ce que tous les sélectionneurs veulent avoir. Mais honnêtement, la plupart des pays qui sont favoris à chacune des Coupes du Monde ont déjà ce fonctionnement-là. Les Français, on est les seuls à avoir cette problématique, mais qui s'explique assez simplement. On a un rugby professionnel qui est fort et qui a moins besoin de la fédération. Et donc, on peut entendre que l'argument financier ne suffise pas. Il y a autre chose à trouver. Il y a un modèle encore à creuser davantage du côté français. Mais quelque part, Philippe, les Anglais vont rejoindre ce qui se fait dans les plus grands pays du monde du rugby. Prenons exemple d'un club qui va fournir des internationaux. Je pense notamment à Leicester. J'en donne un au pif, mais ça peut être les Saracens et ainsi de suite. Par exemple, les Saracens, on sait déjà que Maru Itoje et Jamie George ont été. C'est les deux seuls noms pour l'instant qui sont dans cette liste de 25. Voilà, on le sait. Imagine les Saracens. Là, ils savent que leurs internationaux seront. Il y aura un dédommagement pour chaque international. Ça va leur laisser quand même de la marge pour aller recruter des stars étrangères aussi. Ça va ouvrir de la masse salariale pour eux aussi. Donc c'est aussi l'idée de ramener des stars en Premiership et de concurrencer le top 14. D'abord, l'idée principale, c'est d'éviter la banqueroute massive. Oui. La fuite massive de joueurs. Mais dans un deuxième temps, ça peut permettre une vraie renaissance. Hein. Aujourd'hui, le championnat français est très attractif, donc on se retrouve avec des joueurs anglais plutôt en fin de carrière, mais malgré tout, on voit que c'est des joueurs qui sont toujours performants avec l'équipe nationale pour certains d'entre eux. Donc c'est des joueurs qui sont toujours intéressants. Mais eux, ils sont partis, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et en plus, la France est intéressante pour eux parce que sur un dernier contrat, à l'issue de ce dernier contrat, il y a 2 ans de chômage. En Angleterre, 6 mois après, il n'y a plus rien. Donc il y a des choix d'après-carrière aussi qui se posent pour ces joueurs-là en France. Donc il fallait, côté anglais, empêcher ça. Et ensuite, je pense que la deuxième étape, ça va être de retrouver de la raison. Plutôt que d'aller casser la tirelire sur des gros joueurs mondiaux, d'abord, ça va être de remettre à flot les comptes parce que tous les clubs sont dans le rouge à des niveaux d'endettement qui sont
très très supérieur au rugby français. Donc, je pense que la volonté de la fédération anglaise, et en off, ils ont dû le préciser, cet argent, il sert à stabiliser une économie. Si c'est pour tout de suite repartir dans une fuite en avant qu'on a connue, c'est absurde. Non, mais dans un second temps, par contre, on peut imaginer qu'il y a une petite renaissance, en tout cas, et qu'il y ait des stars qui rejoignent à nouveau ce championnat anglais. Oui, mais pour l'instant, ils ont des droits télé qui sont 3 ou 4 fois moins élevés que le rugby français, un sponsoring moyen qui est 2 fois inférieur au rugby français. Donc, ils ont une période de reconstruction qui va être quand même très longue avant de se projeter là-dedans. Philippe, et je salue William. Salut William, du côté de Brive. Oui, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. La question que je vous pose, au regard de tout ça, Philippe, une réponse courte avant d'aller vers William. Est-ce donc un virage historique pour le rugby anglais? Oui. Ouais. Pour tous ces points-là, tu t'attendais à un tel accord? T'as été surpris de cet accord? Oui. Oui. William, si pour toi, est-ce que c'est une réponse courte? C'est très court, c'est très court et et on sent la clarté dans ton propos. Toi, William, qui suis le rugby anglais, t'es impressionné par cette décision? Bah Alex, ce qui est déjà historique, c'est un Anglais qui se remet en question. C'est déjà une décision ou quelque chose d'historique de voir ça. Et historique sur le système forcément, parce que Philippe était hyper clair sur toutes les fédérations qui bossent déjà comme ça. Maintenant, ils ont eu un échec. Je pense qu'on s'en rend compte 5 ans après. La finale en Coupe du Monde 2019 a mis un coup d'arrêt énorme. C'était une équipe qui se préparait pour être champion du monde. Les mecs, pendant 4 ans, ils se sont levés champion du monde, quoi. Et je pense que cette défaite en finale a mis du temps à digérer. Oui, mais William, est-ce que là, t'es surpris? Est-ce que c'est un virage historique selon toi? Allons au droit au but. Historique, oui, parce qu'ils ont pris vraiment une très très grosse décision, ouais. Une très grosse décision. Est-ce que selon toi, Philippe, ça va changer la face du rugby anglais dans les prochaines années? Oui, clairement. Clairement, parce que c'est un moyen indirect pour la fédération de reprendre la main sur le rugby professionnel, de l'assainir et d'injecter de l'argent de façon massive. Donc les Anglais vont redevenir beaucoup plus compétitifs et des vrais concurrents potentiellement à des gros clubs français pour des gros joueurs, comme tu le disais tout à l'heure, en temps 2. Donc ils vont redevenir beaucoup plus attractifs. Pour moi, ils vont revenir assez vite au niveau auquel ils étaient au début des années 2000, quand beaucoup de grands joueurs mondiaux voulaient aller dans ces clubs anglais, parce que c'était une sorte d'Eldorado avec la France, ce qui est plus le cas aujourd'hui. C'est Eddie Jones qui doit avoir les boules. Eddie Jones, il a mal géré son mandat, et là, parce que là, quand même, toi, William, qui est aussi coach, bon, peut-être pas, t'es pas sélectionneur de l'Angleterre, mais quand même, là, t'imagines la puissance de Steve Borswick aujourd'hui? Par contre, si vous voulez faire des économies, ils peuvent me prendre parce que je suis moins cher. Ah bah oui, alors ça oui, William est moins cher, enfin un peu moins cher. Un peu. Après, entre nous, Borswick a mérité ce statut. Hein. Borswick a mérité ce statut. Il est arrivé dans une situation catastrophique qu'il a réussi à faire à la Coupe du Monde, qui a redonné une dynamique. Personne pariait sur une Angleterre à ce niveau-là. Et donc, quelque part, Borswick a montré qu'il était capable de mener ce projet et on lui a laissé les clés du camion. Et en tous les cas, maintenant, par contre, la pression, elle est sur ses épaules parce que il a des moyens que personne n'aura eu. Ah là, oui. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Philippe. Voilà, c'était passionnant. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, la chronique de Philippe Spanghero est à retrouver évidemment sur YouTube avec les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. Philippe, je veux ton grand pronostic du soir. Grenoble face à Aix-en-Provence ce soir à 21h. Qui va s'imposer? Honnêtement, ce Pro D2, il est terrible parce que... Non, arrête avec ce Pro D2, il fait exprès, il me tend. Non, mais, sérieusement, franchement, je regardais là les affiches du soir, ce qui s'est passé déjà la semaine dernière et hier. Il y a vraiment des équipes qui ont franchi un palier. Angoulême, ces équipes, même Valence Roman qui a déjà fait une bonne saison, Dax. Enfin, c'est d'une densité terrible, donc il va y avoir des coups à l'extérieur tous les week-ends. On a déjà vu le BO hier à Béziers. Quel match, quel super match. Ouais, quel match. Ouais, mais je mets une pièce sur Grenoble ce soir quand même. Donc du coup, tu as fait toute ta raisonnement sur la victoire à l'extérieur pour donner une victoire à domicile ce soir de Grenoble. Ah, c'est Philippe Spanghero, c'est grandiose, voilà. C'est magnifique. William, je te propose de rester un petit peu avec nous. L'art du contre-pied. Ah bah c'est ça, je me suis fait avoir. William, tu restes un peu avec nous pour commencer ce multiplex. Tu vas jouer au consultant dans quelques instants. Allez, à tout de suite.